Mardi, midi. J'ai toujours autant la tête dans le cul que quand je me suis levé. Voilà. Il est jamais que midi, hein, mais bon, c'est pas grave. Vince voulait qu'on tourne cette vidéo ce dimanche dernier. Et dimanche dernier, j'avais encore plus la tête dans le cul que maintenant. Donc j'avais pas envie. Puis là, du coup, je me retrouve tout seul à la tourner comme un galérien avec mon iPhone. Enfin bon, voilà. On est fidèle à nous-mêmes, quoi. On aurait pu faire quelque chose de bien. Et puis au final, on va vous faire une vidéo la plus claquée possible. Donc je vous présente ma nouvelle voiture, ce Volvo XC90, comme vous le voyez dans le titre. Bon voilà, je vous la présente. Allez, tout de suite. On a sorti la tenue de trappeur. C'est bien, vous voyez. Toujours à l'article de la mode. Toujours. Donc, j'avais besoin de cette voiture pour quelques raisons. Le fait est qu'on a pris un chien. Vous l'avez vu dans la vidéo de la Transalp, je crois. Le bon vieux El Toutou. C'est pas El Chapo, c'est El Toutou. Donc, il me fallait une grosse bagnole. Une grosse bagnole pour trimballer le chien et ainsi de suite. Histoire que je ne le mette pas sur la banquette arrière, histoire de fusiller la bagnole et ainsi de suite. Donc je voulais un truc avec un grand coffre. Et au fur et à mesure des recherches, bon, le budget a évolué parce que avec l'achat de la maison, on a fait d'autres frais, ainsi de suite. Donc on était tombé sur un budget de 9000 € maximum pour ce véhicule. Il me fallait un gros véhicule essence, c'était nécessaire parce que j'habite en Ile-de-France, je fais énormément de villes et de petits trajets et au final assez peu d'autoroutes. Donc le choix s'est tourné vers de l'essence. À la base, je cherche un gros break essence dans ces budgets-là. Mais le marché automobile de l'occasion actuel, donc on est en mai 2021, ça date depuis environ octobre-novembre. On a une pénurie de biens à vendre sur le marché. Tout ce qui se vend du coup est en situation de produits rares. Donc tout est affiché très très cher. Généralement avec beaucoup de kilomètres. Le fait que Istovec en plus sorte, se démocratise, n'aide pas la chose parce que c'est un peu plus difficile pour un véhicule français maintenant de cacher son kilométrage. Donc vous vous retrouvez sur le bon coin. Alors moi je vais vous donner l'exemple des Mercedes classe E par exemple que je regardais en break ou même en berline. Vous en cherchez une en V6 essence ou en V6 diesel, une facelift en 211. Bon écoutez, à 9000 €, elles ont 240 000 km. Et les mecs affichent ça, mais sans se poser de questions, hein, ça va partir. Et je pense qu'il y a des gens qui les achètent en plus, c'est ça le pire. Regardez, Vince, il a bien mis X milliers d'euros dans sa classe C avec 480 000, donc il y en a partout des gens comme ça. Bref. Donc du coup, je suis tombé sur ce Volvo que j'ai acheté aux enchères, qui m'est revenu au total à 7100 € frais inclus, hors carte grise. La carte grise, je l'ai payée ce matin, il y en avait pour 359 € et des poussières. Donc avec la carte grise, on peut vous dire que c'est un véhicule qui coûte 7500 € en gros. Hop, et puis on va changer, puis je vais vous montrer maintenant la voiture. Donc voilà la bête, on va en faire un petit tour. Donc véhicule provenance Espagne, réimmatriculé en France en 2019, si je vous dis pas de bêtises, les plaques Q c'est quelque chose comme ça. Une voiture qui est globalement propre, hein, surtout pour une provenance en chair. On n'a pas beaucoup d'éléments de carrosserie qui sont flingués. C'est principalement le pare-choc avant que vous allez avoir ici, là, avec un petit retour là. Ok. Vous avez voilà la fonction de la phare ici qui a été, c'est vissé quoi. Et puis là, une petite rayure ici, mais globalement dans l'ensemble d'extérieur, c'est un véhicule qui est très très propre. Encore une fois, j'insiste pour une provenance en chair, parce que généralement les véhicules qui vont aux enchères sont pas extraordinaires. Vous voyez, la voiture est sale, c'est un bleu nuit, c'est pas un noir, hein. Je sais pas comment ça rendra à la caméra, mais c'est un bleu nuit. Mais la peinture, c'est une peinture très sombre qui réagit du coup comme un noir. Dès qu'il y a la moindre trace de poussière, on le voit. Voilà pour la voiture. Pourquoi j'ai acheté celle-ci? Forcément, c'est pour le coffre. Voilà, donc là, il est en configuration 5 places, en sachant que c'est en 7 places. Vous avez ici les 2 sièges et vous avez le petit appendice façon Range Rover où là, on peut poser son cul et s'asseoir gentiment. Voilà. Hop. Donc, comme je vous disais, véhicule espagnol, c'est une finition summum.
mais Summum Espagne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez les phares au xénon, c'est un modèle relifté. Donc vous le voyez notamment avec les feux arrière qui ici ont le gros blanc pour le feu de recul, mais non pas deux petits points comme c'était avant. Voilà, vous le voyez là, nouveau pare-choc, notamment à l'avant et ainsi de suite. Donc, je vous disais VO espagnol. Comment, si vous, à l'avenir, vous cherchez un véhicule, vous voulez vous rendre compte qu'un véhicule vient notamment de ces pays-là, les indicateurs que vous allez avoir, vous le voyez déjà un peu dans celle-ci, c'est l'état des cuirs. C'est des véhicules qui prennent beaucoup le soleil, et sur des cuirs qui sont de qualité moyenne, tout de suite ça marque. Donc là vous le voyez ici, rien n'est déchiré, rien n'est machin, mais vous voyez tout de suite ça marque énormément. On a cet accoudoir et les deux contreportes avant, vous voyez, qui ont décoloré, littéralement décoloré. Et ça c'est hélas les méfaits du soleil sur les cuirs, surtout quand ils ne sont pas bien traités. Mais à côté de ça, vous voyez le volant est clean, il n'est pas marqué ni rien. Il n'y a même pas de perte de couleur au coquette, il est très bien, mais même à l'arrière, même avec les vitres teintées, on voit que mine de rien, ça a quand même pris un petit peu. Et ouais, ça, il n'y a rien à faire. Région ensoleillée, pays ensoleillé, forcément on veut dire que les cuirs sont probablement marqués et vous le repérez un peu comme ça. Et vous voyez, si on fait le contraste entre cette contreporte ici à l'avant, enfin à l'arrière, excusez-moi, à l'arrière, et maintenant à l'avant, 1, 2, voilà, ok. Donc VO espagnol, finition Summum qui est une finition haut de gamme, qui n'est pas le plus haut de gamme était le Xenium, mais ça reste quand même en haut de gamme. Mais bon, c'est un véhicule espagnol, donc ils n'ont pas les mêmes options que nous en France. Typiquement, vous voyez par exemple, je n'ai pas les phares automatiques. J'ai néanmoins ici un capteur de luminosité, il y en a un à l'avant aussi, mais je n'ai pas des essuie-glaces automatiques, les feux automatiques. J'ai les essuie-glaces automatiques à côté de ça, mais je n'ai pas le reste. Climatisation automatique, siège chauffant, stéréo de base, d'accord, c'est pas le surround ni même le Dolby, rien de tout ça, c'est vraiment la sono de base. Rétroviseur électrochrome, régulateur de vitesse. Là donc on a les messages en espagnol. Donc le VO à 143 000 km. On va démarrer. Hop, voilà. On va fermer ici. Voilà, hop. Donc on a le gros volant. On a, hop, tu dégages. J'espère que ça n'a pas fait de bug sur le son. Hop. Donc un accoudoir ici avec une prise auxiliaire. C'est marrant, ça se faisait à l'époque. Là, j'ai tous mes écrans anti-vol avec quelques bêtises. Rabattage des rétroviseurs ici. Les radars de recul arrière uniquement et pas avant. Réglage des sièges à mémoire électrique. Mais je dis des sièges, c'est incorrect car ça n'est valable que pour le siège conducteur. Le siège passager, si vous le voyez, lui, il est manuel intégralement. En termes d'options, c'est un peu tout ce que je peux vous dire sur la voiture. Bon, bah voilà, après, siège en cuir, machin bidule. Mais on a fait à peu près le tour des options de la bagnole. Je vous emmène sur le capot de la bête. Le mythique 5 cylindres turbo Volvo. Voilà, donc là, c'est très très sale. Hein. Mais bon, elle va chez Volvo la semaine, enfin demain d'ailleurs, pas la semaine prochaine, mais il va demain. Du coup, le moteur sera bien plus propre quand ça reviendra de chez eux. On va dire ça comme ça. Que j'ai acheté aux enchères. Ça a été un peu un pari cette voiture. Alors, pas tant un pari que ça non plus, parce qu'on a quand même quelques informations aux enchères, mais je ne savais pas tout. Je savais que le véhicule avait un contrôle technique avec des contre-visites. En contre-visite, on a le feu arrière gauche qui prend l'eau. On a l'anti-brouillard avant droit qui est cassé. Donc le passager, hein, bien sûr. J'ai là-dessus donc fuite de liquide qui m'a mis dans la baie moteur. On les a vus avec Vince et c'est des durites. Il faut que je remplace 2 durites. Et puis c'est tout en fait. Après il y a quelques bêtises, les phares un peu ternis, voilà, mais ça il n'y a rien de bien grave en soi. Mais c'est prévu. La voiture en soi elle est en relativement bon état. Bon, vous avez vu les cuirs, mais ça bon, je vais essayer de les nourrir en soi, mais je pense que ils ont pris, ils ont ramassé, c'est pas grave. De toute façon c'est en gros un utilitaire pour trimballer le chien quand même. Alors aussi agréable que ça puisse à conduire, c'est pas un exemplaire que je vais collectionner et que je vais mettre des milliers d'euros pour le remettre propre, c'est pas le but. Le but c'est qu'il serve à ça, à être un gros utilitaire qui avance un petit peu. La bonne surprise que j'ai eu avec cette voiture quand je l'ai achetée, du moins quand j'ai été la récupérer, donc j'ai fait une guerre d'enchères où je suis monté jusqu'à 6 200 € au marteau, qui a terminé à 7 100 € avec les frais à la louche.
c'est qu'en fait la voiture avait un suivi complet Volvo, chose que la maison d'enchères n'avait pas précisé. Dans les papiers qu'ils m'ont fournis avec la carte grise et ainsi de suite, il y avait le carnet d'entretien tamponné intégralement par Volvo, de la première révision jusqu'à 110 000 km. Ensuite, le carnet n'a plus été tamponné, mais j'ai des factures papier de chez Volvo dans l'Est de la France. Vous le voyez de toute façon sur la plaque d'immatriculation de la voiture. Où là, l'ancien propriétaire s'en est quand même collé pour quelques milliers d'euros. Notamment en 2018, on a eu un condenseur de clim avec donc nettoyage et recharge du système complet neuf pour 900 balles. Révision de la voiture chez Volvo dans l'Est de la France en janvier 2021. Et 4 jours après, le propriétaire faisait les 2 amortisseurs et les biellettes de barre stabilisatrice à l'avant pour 1300 € chez Volvo. Voilà. Donc ça a été la bonne surprise, c'est que en fait, malgré le fait que c'était aux enchères et que c'était un véhicule d'une provenance étrangère, j'ai un suivi intégral sur le véhicule avec un carnet tamponné qui me certifie le kilométrage, parce que le kilométrage est consistant vis-à-vis des années et de son évolution progressive. Moi j'ai été donc le jour où j'ai récupéré la voiture, je suis parti donc au concessionnaire Volvo le plus proche, où je suis tombé sur des gens très sympas qui ont pris le temps de me recevoir. Je leur ai quand même fait, je leur ai pas fait perdre leur temps, mais on a quand même passé 1h15 ensemble. Où ils ont regardé la bagnole, ils m'ont fait des devis pour les choses que je voulais faire, ils l'ont essayé pour me dire ce qu'il y avait à prévoir. Et leur conclusion a été la même que moi une fois que je l'avais ramené de la salle d'enchères, c'est que c'est un véhicule très très sain, que contre toutes mes attentes, j'avais fait un bon achat en fait. Et même Vince, qui d'ailleurs est venu l'essayer donc ce week-end, m'a dit putain, j'ai la rage, t'as acheté une bonne bagnole, pas comme moi et ma Mercedes pourrie. Moi, il vous le dira pas en vidéo, mais moi, il me l'a dit. Bref. Donc voilà, c'est la bonne surprise. L'échéance d'entretien prévue pour la Volvo, donc c'est demain, où elle retourne au concessionnaire Volvo, où vu que j'avais pas de révision à faire et que tout était en rouge, je me suis dit bon, j'avais alloué de l'argent pour l'entretien de la voiture, je me suis dit on va quand même dépenser une partie de cet argent que je m'étais prévu. Et je vais faire les choses bien, je vais aller faire vidanger la boîte auto, le pont, le haldex, enfin il vidange tout, il change les joints. Et après la vidange, il y a une recalibration complète de la boîte qui est faite avec la nouvelle huile. Chose intéressante pour ceux que ça intéresse, la procédure de vidange de la boîte de vitesse sur cette Volvo, chez Volvo, se fait moteur tournant. Voilà, c'est pas un flush ou c'est pas une vidange classique où ils vont en faire plusieurs en fait. C'est un peu comme une purge de frein, ça s'apparente un peu comme ça. Véhicule sur pont, moteur tournant. Et là, les mecs versent de l'huile par en haut. Ils enlèvent la vis de vidange par en bas. Et ils vidangent, ils font passer la boîte en marche arrière, en drive, ils accélèrent, ils freinent, machin. Histoire d'être sûr que toute l'huile qu'il y a là-dedans sorte. Et en fait, ils arrêtent de verser de l'huile une fois que ça sort en bas propre. Voilà. Donc c'est la première fois que j'entendais ça, ça m'a fait rigoler. D'ailleurs Vince aussi était surpris, alors pourtant je pensais que lui ça le choquerait un peu moins que ça, mais voilà, donc c'est ce qu'ils vont me faire en plus du pont et ainsi de suite et de machin. Voilà. Donc je vais vous faire un petit essai de la voiture là tout de suite, tant qu'on y est, ça sera une vidéo un peu longue, mais au moins vous saurez ce que j'en pense, du moins après une semaine d'achat de cette voiture. Allez, on est parti. Alors rien n'a changé, hormis le fait que j'ai mis ma ceinture et que j'ai pris ma cigarette électronique. Donc, la boîte en drive, c'est parti. J'ai regardé quelques essais avant d'acheter la voiture parce que forcément on est tous des gens qui passons un peu de temps sur YouTube et qui sommes intéressés sur la chose. Donc j'ai été regarder savoir à quoi m'attendre avec cette voiture, parce que c'est vrai que quand on connaît un peu les bagnoles, Volvo, le 5 cylindres, c'est fiable, machin, bon, qu'est-ce qu'il faut que je m'attende? J'avais vu un essai d'un Américain qui me disait, en substance, vous allez conduire le char suédois. Alors effectivement, à conduire, ça se comporte un peu comme un char, dans le sens où vous êtes assis haut. C'est une belle boîte, hein. Le concept d'aérodynamisme a complètement échappé à Volvo. Voilà. Et même si au final c'est pas un si gros 4x4 que ça, on sent le gabarit, on sent qu'on conduit quelque chose de gros. Voilà. Avec ça, par contre, vient quelque chose que j'ai toujours craché sur internet en disant les 4x4 machin et tout, la position, je déteste ça. Et bien écoutez, c'est en train de prendre chez moi. Je conduis le Volvo un peu comme je conduis la Cadillac, mais je fais même pas de kick-down avec le Volvo, ça sert à rien. On est très très bien assis, excusez-moi. De Dieu. La Volvo, on la conduit un peu comme la Cadillac, avec manche de couple. Et surtout, on n'essaye même pas de se faire plaisir de temps en temps, à accélérer, à se faire plaisir avec le V8, parce que là, bon, même si le 5 cylindres fait un bruit très sympa, bon, 210 chevaux pour tracter un XC90 4 roues motrices de surcroît, bon, voilà,
Il n'y a pas besoin de vous en dire plus. Le 0 à 100 est donné pour 9 secondes, quasiment 10 secondes, je crois. Donc malgré 210 chevaux, c'est vraiment pas extraordinaire. À côté de ça, là où Volvo a réussi le truc, et quelque part c'est ce qu'on attend de ce genre de véhicule, c'est que c'est une expérience de conduite très très douce, très souple et clairement axée confort. La Geartronic, donc qui est la boîte de vitesse automatique 5 rapports, le fabricant c'est Esin Warner. Elle est calibrée d'une manière assez marrante, c'est que sur les 3 premiers rapports, le convertisseur de coupe va beaucoup jouer pour vous permettre de démarrer très facilement et d'avoir cette sensation de puissance du 0 à 50, on va dire ça pour la ville. Et après, on a un comportement de boîte de vitesse très très classique. C'est très doux, il n'y a pas un à-coup. Je dirais pas qu'elle est aussi neuve que la Cadillac. Elle se fait un peu plus sentir. Mais il n'y a pas le moindre défaut sur la boîte de vitesse, c'est clair et net. On sent qu'elle fonctionne bien, mais elle n'a pas cette douceur qu'avait la Cadillac et cette absence de perception des vitesses. C'est très là, mais on les sent quand même un peu plus. Voilà, on va dire ça comme ça. Je le sens un peu plus que dans la Cadillac. Le 5 cylindres en lui-même est un moteur assez marrant. Parce que dès qu'on lock un peu la boîte au-dessus de 2000 tours, c'est un peu comme un vieux diesel si vous voulez. Passé de 2000 tours, on a vraiment le couple avec le turbo qui y va. Et en fait, la boîte de vitesse, au final, elle vous laisse rarement en dessous de 1500 tours. Hein. Elle se débrouille toujours pour vous laisser au-dessus, pour que vous jouiez avec le turbo. Et ça se fait plutôt bien. Le bruit du 5 cylindres est très très sympa. Et voilà ce que je peux vous dire sur la partie moteur-boîte. Côté direction, bon bah c'est hyper assisté. Hein. Le but du jeu, c'est que la ménagère puisse le conduire quelque part. C'est une voiture de famille, donc il n'est pas question de ressenti de conduite, de remontée d'informations via les roues avant. Là, on est à des années-lumière de ça. Le but du jeu, c'est du confort, de la consistance et d'avoir un véhicule qui roule droit. Enfin, que ce soit un rail, un parpaing qui roule comme un rail. C'est relativement réussi. À 130, vous mettez la voiture. Bon, celle-ci, du fait qu'elle est entretenue, on voit que elle est saine, il n'y a pas de vibration aux caisses. Le cruise control, ça va très bien, ça ne bouge pas. Très très agréable. Pour la partie vie à bord, il y a quelques défauts qu'on peut noter sur la voiture. La première, c'est que c'est une 7 places, ça c'est super chouette. La banquette arrière, vous pouvez la moduler, elle recule, elle s'avance. Chaque siège, oh la vache, chaque siège individuellement se règle, mais par exemple, on ne peut pas les incliner. Deuxième chose, malgré ces réglages de sièges individuels, il y a très très peu de place à l'arrière, surtout quand on s'assoit derrière moi qui fait 1m85, donc j'ai le siège reculé et baissé à fond. Il y a très très peu de place malgré la taille du véhicule. Alors ils ont voulu y mettre les 7 places, ce qui est très très bien et ce qui sert à beaucoup de gens. Moi ça me servira probablement jamais, ou allez, 0,001% du temps que j'aurai ce Volvo. Mais du coup, en fait, on n'a pas de place dans le 3e rang, mais au final, on a même aussi très peu de place dans le 2e rang. Donc voilà. Et le coffre, même s'il est grand, effectivement, n'est pas fou. Et surtout quand on le met en configuration cette place, on n'a pas énormément de place. Bref. Ça reste néanmoins bien mieux qu'un Q7 et ainsi de suite. On soit bien d'accord. Niveau confort, c'est relativement royal comme truc. Les sièges sont très très bien. Pour le coup, les mousses ne sont pas affaissées dans celui-ci, ni quoi ni caisse. On est assis donc effectivement relativement haut, mais du coup les sièges sont bien. Il y a pas, c'est comme la Cadillac, on n'essaye pas trop de vous maintenir en place. On est juste là pour être bien assis, réglage lombaire, c'est tout ce que vous voulez, tout y est. Le plus bluffant, je dirais, sur cette Volvo, ce qui moi m'a vraiment surpris agréablement, c'est l'insonorisation. On pourrait penser qu'avec ce format d'armoire normande, que la voiture va se mettre à faire du bruit passé 110, qu'on va avoir des bruits d'air, des remous, ainsi de suite. Alors celle-ci n'ayant pas le taux ouvrant, ça aide. Mais la voiture est super bien insonorisée. À 130, c'est la voiture qui fait le moins de bruit que j'ai eu. Elle a fait mieux que la 407 coupé qui pourtant était dans mon passé automobile la référence que j'ai eu avec le double vitrage. Et celle-ci pourtant n'a pas le double vitrage, on s'entend bien. Mais c'est très bien fichu pour ça. Si je vous montrais un peu la conduite, comment ça se comporte. Donc là je suis sorti d'agglomération. Hop. On drive là, on appuie sur le petit bouton cruise, il vous le dit en dessous. Prendre un petit rond-point et je vais vous faire une petite accélération normale en sortie de ville. Vous voyez le convertisseur de coupe tout de suite à la basse vitesse, il va s'enclencher pour vous permettre de vous extirper rapidement.
Et là, j'appuie à peine. Hein. Hop. Tac, voilà. Donc là, on est en 4. Et il rentre la 5. Et voilà. Est-ce que je vous ferai pas une petite accélération un peu plus longue? On peut vous faire ça. Hein. On peut vous faire ça. Voilà. Vous voyez, on profite. Je dirais pas du panorama, mais voilà, c'est vraiment une chouette expérience de conduite, hein, le truc. Ça casse pas trop patin canard, mais on est très bien assis en fait. Et on profite juste voilà, de la route en fait. On oublie un peu ce qu'on conduit. On oublie tout en fait. Juste on roule quoi. Alors effectivement, c'est pas une sportive, c'est pas une machin, mais pour un 4x4, c'est agréable à emmener. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour un 4x4, c'est agréable à emmener. Ouais, bah voilà. C'est la fin de mon projet accélération. Attendez, j'ai personne derrière. Vous allez entendre ma durée de turbo qui siffle un peu. Vous pourrez rigoler de ça sur les commentaires. À 40 semelles. Vous voyez hein, comment le temps qu'il me faut pour arriver à 110 malgré les 210 chevaux. Hein. C'est vraiment un gros pachyderme. Et du coup, bah, c'est un peu lourd. Mais le bruit est marrant. Vous voyez, j'aime beaucoup en tout cas. Il y en a qui aiment pas, ça grogne un peu. C'est pas spécialement élégant comme un 6 cylindres ou moins V8. Moi, j'aime beaucoup. Ça me fait rigoler. Puis après, hop, on enclenche le cruise. Et c'est parti. En termes de conso, vous voyez à 90 ce que ça va donner en instantané. Donc faut pas avoir peur d'aller à la pompe avec celui-là, c'est clair. En termes de chiffres, donc je vous disais une carte grise à 360 €. En termes de consommation, je me suis déjà amusé à lui mettre de la 85. Il tourne là aujourd'hui environ 65-75%. J'ai pas le calcul au litre près. On est dans ces ratios-là. Là, en moyenne, en sachant que moi, je vous ai dit que je faisais quand même pas mal de villes, depuis que je suis passé à la 85, je suis passé de 12 à 14 litres, ce qui est logique. Et même sur autoroute, là, avec le 85 à 75%, je tourne aux alentours de 11,5-12 litres en stabilisé sur du plat. Donc, avec l'aérodynamique du bordel, on ne s'attendait pas à beaucoup mieux. On fera avec, voilà. Le D5, je suis pas sûr qu'il bouffe beaucoup moins. Je pense pas que ça fasse 7 litres sur autoroute, ça m'étonnerait. Je peux me planter, hein, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait. Mais en tout cas, l'agrément de conduite est vraiment là dans le sens où c'est une expérience de conduite très très coolée, très très souple. Et bon, moi le bruit du 5 cylindres est marrant quoi. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette voiture. De toute façon, je vous referai, je pense, une autre vidéo un peu plus tard. Il faut que j'aurai un peu plus appris à vivre avec et tout. Mais voilà, c'est un achat pour lequel je suis très content. J'aime bien la prendre pour faire des petits trajets, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est très très agréable à emmener et c'est très relax quoi. Donc on en profite. Et puis voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous nous les posez sur Facebook, dans les commentaires, ainsi de suite. Et puis bah on se verra pour une prochaine vidéo. Donc bah, écoutez, portez-vous bien. Restez le plus loin possible du Covid et voilà. Et puis à bientôt. Allez, bisous.